soufflant petit nuage dès que vous franchissez le seuil. Je me souviens être resté planté devant l'évier de la cuisine, regardant le jardin où le vieux pommier que mon défunt mari, Gérard, avait planté, croulait sous la neige, ses branches nues tendues vers le ciel comme des bras demandant de l'aide. J'y ai pensé que cet arbre et moi avions beaucoup de points communs à ce moment-là. Je veux vous raconter comment j'y en suis arrivé là, non pas parce que je cherche votre pitié. J'y ai 66 ans et j'y ai dépassé depuis longtemps le besoin d'être plainte, mais parce que je pense que certains d'entre vous reconnaîtront des morceaux de cette histoire dans leur propre vie. Et si c'est le cas, j'y espère que ce que j'y ai fait ensuite vous donnera quelque chose d'utile à quoi vous raccrocher. Je m'appelle Monique Dubois. J'y ai enseigné les lettres modernes pendant 32 ans dans un lycée de Rouen. J'y ai élevé mon fils Nicolas presque seul après que Gérard a succombé à une crise cardiaque alors que Nicolas n'avait que 9 ans. Je ne vous dis pas cela pour susciter la sympathie, je vous le dis pour que vous compreniez quel genre de femme je suis. Je suis le genre de femme sur qui on peut compter, je corrige les copies à minuit, je prépare une soupe maison quand quelqu'un est malade, je fais 3 heures de route sous une pluie battante pour voir une pièce de théâtre scolaire. C'est ce que je suis, c'est ce que j'y ai toujours été. Et parfois, il s'avère que ce genre de femme devient très facile à exploiter. Nicolas est devenu un homme bien, vraiment, il a les yeux de Gérard, son rire, et une stabilité dont j'y ai toujours été fière. Il travaille comme chef de projet pour une société de conseil à la défense et il est prudent avec l'argent, attentionné dans la plupart des domaines importants. Quand il m'a dit à 35 ans qu'il avait rencontré quelqu'un nommé Isabelle, j'y étais sincèrement heureuse pour lui, il méritait l'amour, toute personne de bien le mérite. Isabelle avait 32 ans quand je l'ai rencontrée pour la première fois lors d'un dîner dans un restaurant de Boulogne-Billancourt que Nicolas avait organisé avec soin, comme il organise la plupart des choses. Elle était grande, les cheveux noirs tirés sévèrement en arrière et des manières très précises, le genre de personne qui aligne les objets sur la table sans s'en rendre compte. Elle a été polie avec moi ce soir-là, intéressée même, d'une manière qui semblait un peu forcée. Mais je me suis dit que j'y étais injuste, les premières rencontres sont toujours gênantes, les gens montrent leur meilleur profil, je lui ai laissé le bénéfice du doute. Ils se sont mariés 1 an et demi plus tard lors d'une petite cérémonie dans un domaine près de Giverny. C'était une magnifique journée de septembre et je portais la robe bleue que j'y avais achetée à Deauville l'été précédent. Je me souviens m'être tenu à côté de Nicolas avant qu'il ne s'avance et lui avoir dit que son père aurait été si fier de lui, il m'a serré dans ses bras pendant un long moment sans rien dire, Nicolas a toujours dit les choses les plus importantes sans les mots. Pendant la première année, je les voyais peut-être une fois par mois, ils vivaient dans un appartement à Boulogne, à 1 heure de chez moi. Isabelle était cordiale, pas chaleureuse exactement, mais cordiale. Elle m'appelait Monique plutôt que maman ou quoi que ce soit de plus familier, ce qui ne me dérangeait pas du tout, je n'ai jamais été attachée à l'idée d'être appelée maman par une belle-fille. Elle avait des opinions sur tout et les partageait librement, ce que je respectais d'ailleurs, une femme qui sait ce qu'elle veut ne m'a jamais intimidée. Ce que je ne savais pas encore, c'était la différence entre une femme qui sait ce qu'elle veut et une femme qui croit que ce qu'elle veut est la seule chose qui compte. Tout a commencé avec l'économie, c'est ainsi que Nicolas a abordé le sujet, de façon très pratique, très Nicolas. Il est venu me voir seul un dimanche de février, Isabelle avait une obligation professionnelle, a-t-il dit, et nous nous sommes assis à la table de la cuisine en buvant du café. Il m'a dit qu'ils essayaient d'économiser pour acheter une maison, mais que le marché immobilier en région parisienne avait grimpé plus vite que prévu et qu'ils étaient frustrés. J'y ai écouté, j'y ai montré de la sympathie, et puis il a lâché, « Maman, je sais que c'est beaucoup demandé, mais est-ce qu'on pourrait s'installer chez toi pendant quelques mois, juste jusqu'au printemps, le temps de voir venir ?» Il avait 35 ans, c'était mon fils, il ressemblait exactement à son père quand il était nerveux, c'est à accent grave dire qu'il avait l'air très jeune. J'y ai dit oui sans hésiter. Je veux que vous compreniez à quoi j'y ai dit oui à mon fils et à sa femme vivant dans ma maison. La maison que Gérard et moi avions achetée ensemble en 1995, la maison où je vis seule depuis la mort de Gérard. La maison où chaque pièce contient une version de la vie que j'y ai construite lentement et soigneusement pendant des décennies. La maison avec le pommier à l'arrière, ses murs solides et la véranda où je bois mon café chaque matin en été.
J'y ai dit oui au partage de tout cela parce que Nicolas avait besoin d'aide et qu'aider Nicolas est quelque chose que je fais depuis qu'il a 9 ans, quand il me regardait avec ses grands yeux en demandant quand papa rentrerait à la maison. Ils ont emménagé le 1er mars. Pendant environ 6 semaines, tout s'est bien passé. Isabelle était plus ordonnée que ce à quoi je m'attendais, plus ordonnée que moi, honnêtement, et elle restait dans leur chambre le soir sans faire des histoires sur la façon dont j'y organisais la cuisine ou les programmes que je regardais au salon. Nicolas cuisinait le dimanche, ce que j'y adorais, et parfois nous dînions tous les 3 ensemble, c'était presque agréable. La première chose que j'y ai remarquée était minime, c'est toujours minime. Je suis rentrée des courses un après-midi de mi-avril et il y avait de nouveaux torchons sur la poignée du four. Ce n'étaient pas mes torchons, les miens étaient tout simples, blancs avec une petite rayure bleue, les mêmes que j'y utilisais depuis des années. Ceux-là étaient gris avec un motif géométrique et une petite boucle pour les suspendre. C'étaient des torchons tout à fait corrects, mais ce n'étaient pas les miens. Je suis restée dans la cuisine un moment à les regarder, puis j'y ai rangé mes courses. J'y ai décidé de ne rien dire parce que ce n'était que des torchons et que je n'allais pas devenir le genre de femme qui crée un conflit pour des torchons. C'était ma première erreur, pas à cause des torchons, mais à cause de ce que je me suis dit en les voyant. Ça n'a pas d'importance, c'est un détail, ne fait pas des histoires. Ce que je faisais en réalité, c'était m'entraîner à ne pas réagir. Et Isabelle, qu'elle le sache ou non, apprenait que je ne réagirais pas. Un mois plus tard, elle avait remplacé le tapis de bain de la salle de bain principale, réorganisé le placard à linge et déplacé le fauteuil du salon au sous-sol parce qu'elle disait que la pièce avait besoin de respirer. Ce fauteuil était celui de Gérard, il y avait lu tous les romans de Georges Simenon qu'il possédait. Je ne m'y étais pas assise moi-même depuis des années, mais je l'avais gardé là parce que c'était le sien et que sa présence comptait encore pour moi. J'y ai mentionné le fauteuil à Nicolas, juste délicatement, de la façon dont on aborde quelque chose d'important sans vouloir paraître déraisonnable. Il a eu l'air mal à l'aise et a dit qu'il en parlerait à Isabelle. Je ne sais pas s'il l'a jamais fait, le fauteuil est resté au sous-sol. En juillet, cela faisait 5 mois qu'ils étaient là, bien au-delà des quelques mois prévus jusqu'au printemps. Quand j'y ai abordé le plan initial avec précaution, en choisissant un dimanche après-midi où nous étions tous détendus, Isabelle m'a regardé à travers la table de la cuisine et a dit que le marché ne s'était pas amélioré et que partir trop tôt les mettrait dans une situation financière difficile. Elle a dit cela avec beaucoup d'assurance, de la façon dont on énonce un fait qui n'est tout simplement pas sujet à discussion. Nicolas a hoché la tête, j'y ai hoché la tête, puis je suis allée faire la vaisselle et je suis restée devant l'évier à regarder le pommier. Je veux vous dire ce que l'on ressent quand quelqu'un s'approprie votre espace progressivement car à moins de l'avoir vécu, la description ressemble à une réaction excessive. Ce n'est pas dramatique, il n'y a pas un seul moment qui franchit clairement la ligne, il y a au contraire une lente accumulation de petits moments, chacun individuellement niables. Les nouveaux torchons, le placard réorganisé, le fauteuil déplacé, jusqu'au jour où vous regardez autour de vous dans votre propre maison et où l'équilibre a basculé. Les choses qui vous appartiennent sont toujours là physiquement, mais d'une manière ou d'une autre, la maison a acquis une atmosphère différente, elle respire différemment, les habitudes ont changé. Et vous, qui avez bâti cet endroit, qui avez planté votre vie entre ces murs, vous vous retrouvez à y circuler avec précaution, comme un invité le ferait. C'est exactement ce qui m'est arrivé, je suis devenue une invitée dans ma propre maison. En septembre, 7 mois après leur arrivée, Isabelle avait repeint le couloir des entrées. Elle ne m'avait rien demandé, elle avait acheté la peinture, choisi la couleur et engagé quelqu'un pour le faire pendant que j'y étais chez ma sœur à Rennes pour un long week-end. La couleur qu'elle avait choisie était un vert sauge discret qui était objectivement joli. Ce n'était pas non plus mon choix, ce n'était pas ma couleur, je n'avais pas été consultée. Je suis rentrée chez moi avec l'odeur de la peinture fraîche et je suis restée dans le couloir, mon sac encore sur l'épaule, regardant les murs qui étaient mes murs depuis 30 ans, et j'y ai senti quelque chose basculer en moi. Quelque chose qui s'était ramolli depuis des mois a commencé à durcir. Un petit durcissement silencieux, comme de l'eau qui se transforme en glace, lent et très profond. J'y ai posé mon sac, je suis allée dans la cuisine, Isabelle était à la table avec son ordinateur portable. « Qu'en penses-tu »
a-t-elle demandé avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Je trouvais que l'ancienne couleur avait l'air fatiguée. Je l'ai regardé un moment, j'y ai pensé à toutes les choses que j'y aurais pu dire, puis j'y ai dit, c'est une jolie couleur, et j'y ai mis la bouilloire en marche. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps, pas seulement par colère, mais par quelque chose de plus difficile à nommer. C'était comme du deuil en partie, le deuil de la maison qui était la mienne, et sous ce deuil, quelque chose commençait à s'éveiller. Le mois suivant, Isabelle nous a annoncé à Nicolas et moi pendant le dîner qu'elle avait commencé à regarder des meubles pour le salon parce que le canapé avait l'air démodé. Elle a dit cela en regardant Nicolas, pas moi, ce qui m'a dit tout ce que j'y avais besoin de savoir sur qui elle considérait comme l'autorité compétente dans cette maison. J'y ai posé ma fourchette doucement, sans drame. Ce canapé appartenait à Gérard et à moi, ai-je dit, je ne suis pas intéressée par son remplacement. Isabelle m'a regardé. Elle avait une façon très spécifique de me regarder quand je disais quelque chose qu'elle jugeait sentimental, une sorte de silence patient, légèrement condescendant, comme si elle attendait que j'y arrête d'être émotive pour que la vraie conversation puisse continuer. Je comprends qu'il y ait des souvenirs, dit-elle, mais Monique, les ressorts sont fatigués, il n'est plus vraiment fonctionnel. Il est assez fonctionnel pour moi, ai-je répondu. Nicolas a regardé son assiette. Le canapé est resté, mais je savais, comme on sait les choses quand on est attentive, que ce n'était pas fini. Ce que je n'avais pas prévu, c'était novembre, plus précisément ce que Isabelle a fait en novembre. Mon anniversaire tombe le 14, je n'ai jamais été du genre à faire des histoires pour mon anniversaire, Gérard aimait me taquiner à ce sujet, mais je le fête. Ma sœur Pauline vient généralement de Rennes, et ma vieille amie Véro, que je connais depuis que nous étions stagiaires ensemble en 1985, vient toujours dîner et apporte un gâteau de Savoie parce qu'elle sait que c'est mon préféré. C'est une petite chose, c'est mon moment à moi. Fin octobre, Isabelle a mentionné par hasard qu'elle organisait un dîner pour mon anniversaire. Quelque chose de plus grand que des habitudes, a-t-elle dit, elle voulait inviter certains de ses amis et des gens de son travail qui étaient en ville. Elle a présenté cela comme un cadeau, une vraie célébration, disait-elle, pas juste le petit groupe habituel. Je lui ai dit que j'y appréciais l'intention, mais que je préférais faire simple. Pauline, Véro et peut-être quelques voisins du quartier. Elle a hoché la tête de la façon dont elle hoche la tête pour les choses qu'elle n'a pas l'intention de respecter. Le matin du 14 novembre, je me suis réveillée tôt, comme toujours, et je suis descendue trouver Isabelle déjà dans la cuisine avec une livraison de courses sur le comptoir et une liste sur son téléphone. Elle m'a annoncé qu'elle avait organisé le dîner pour 30 personnes, y compris ses collègues de travail, 2 couples que je n'avais jamais rencontrés et le directeur de Nicolas et sa femme que j'y avais vu une fois lors d'une soirée il y a 3 ans. 30 personnes dans ma maison pour mon anniversaire sans mon accord. Je me suis tenue sur le seuil de ma propre cuisine en regardant les courses sur mon comptoir et j'y ai entendu la voix de ma mère dans ma tête, il y a 35 ans. Elle avait un dicton pour ces moments-là, elle disait, « Monique, on ne peut te marcher dessus que si tu t'es allongée à bord. » Je m'étais allongée pendant 9 mois. J'y ai dit, « Isabelle, je t'ai dit que je voulais un petit dîner. » Elle n'a pas levé les yeux de sa liste. « Monique, tu vas adorer, ça va être charmant, ces gens ont hâte de te rencontrer. » Je vais devoir te demander d'annuler, ai-je dit. Elle a levé les yeux alors, et pendant un instant, j'y ai vu quelque chose passer sur son visage. Pas de la culpabilité, pas de l'embarras, mais du calcul. Un recalibrage privé et rapide. La nourriture est déjà commandée, a-t-elle dit. Alors nous aurons beaucoup de reste, ai-je répondu, et je suis remontée à l'étage. Je voudrais vous dire que je me suis sentie triomphante à ce moment-là, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais tremblante et un peu mal à l'aise, de la façon dont on se sent après avoir fait quelque chose d'important mais qu'on redoutait. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'y ai respiré avec précaution pendant un moment. Puis j'y ai appelé Pauline et je lui ai dit ce qui se passait, puis j'y ai appelé Véro. Ensuite, j'y ai pris une décision. Quand Nicolas est descendu ce matin-là, j'y étais assise à la table de la cuisine avec mon café et je lui ai demandé de s'asseoir. « Je dois te parler de quelque chose, ai-je dit, pas de la fête, de tout le reste. » Et je lui ai dit, sans colère, j'y avais dépassé le stade de la colère.
Je lui ai raconté calmement et dans l'ordre les torchons, le fauteuil, le couloir repeint, la discussion sur les meubles et maintenant 30 inconnus dans ma maison pour mon anniversaire. Je lui ai dit que j'y avais dit oui pour quelques mois et que 9 mois plus tard, on organisait mon anniversaire sans mon consentement dans une maison où je me sentais de plus en plus comme une visiteuse. Je lui ai dit que j'y avais dit oui à Nicolas, pas à un envahisseur. Je lui ai dit que je l'aimais et que je ne le blâmais pas, mais que les choses devaient changer, et qu'elles devaient changer clairement et rapidement. Nicolas est resté silencieux pendant un long moment. Il avait l'expression qu'il prend lorsqu'il réfléchit intensément, la mâchoire serrée, le regard fixé au-delà de la fenêtre. J'y aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-il fini par dire, je savais qu'elle le faisait, je l'ai vu arriver, je ne voulais pas être entre vous deux. Je comprends cela, ai-je dit, mais tu es mon fils et c'est ma maison. Il a hoché la tête de la même manière que Gérard quand il comprenait quelque chose d'important et le prenait au sérieux. Ce signe de tête a toujours signifié quelque chose pour moi. La fête ce soir-là a été plus intime. Pauline est venue, Véro est venu avec son gâteau. 2 voisins que je voulais vraiment voir sont passés. Les 30 invités d'Isabelle ne sont pas apparus. Je ne sais pas exactement ce que Nicolas lui a dit, je n'ai pas demandé. La nourriture qui avait été commandée était, comme je l'avais prédit, excessive, et nous en avons beaucoup trop mangé, et Véro a ri si fort à une plaisanterie de Pauline qu'elle a renversé du vin sur la nappe blanche, et ce fut une soirée sincèrement délicieuse. Isabelle était assise à l'autre bout de la table et restait très silencieuse. Elle mangeait proprement, répondait poliment quand on lui parlait et ne m'a pas regardé directement de toute la soirée. Je m'attendais à me sentir coupable, j'y ai été surprise de constater que ce n'était pas le cas. 3 jours après mon anniversaire, je me suis assise avec eux deux à la table de la cuisine et je leur ai dit ce dont j'y avais besoin. Pas ce que je voulais, ce dont j'y avais besoin. J'y avais besoin d'une date de départ ferme. Je leur ai dit que le 1er mars, un an jour pour jour après leur arrivée, était la date à laquelle je m'attendais à ce qu'ils soient chez eux. Je leur ai dit que d'ici là, aucun changement ne serait apporté à ma maison sans mon consentement explicite. Pas de meubles, pas de peinture, pas de réorganisation de quoi que ce soit. Je leur ai dit que mon anniversaire et l'année suivante seraient célébrés exactement comme je le souhaitais. Et je leur ai dit que j'y étais heureuse de les avoir à la maison pour les mois restants et que je continuerais à aider là où je le pourrais raisonnablement, mais que la dynamique devait être différente. Isabelle a commencé à dire quelque chose sur le marché et j'y ai levé une main, juste une main, à plat, le geste que j'y utilisais avec les élèves de terminale qui essayaient de faire dérailler une discussion en classe. Cela a fonctionné sur Isabelle de la même manière que sur les adolescents, elle s'est arrêtée. J'y ai entendu parler du marché, ai-je dit, je comprends que ce soit difficile, mais ce n'est pas un problème qui se résout en restant chez moi indéfiniment et en vous appropriant progressivement les lieux. Vous devez établir un plan. Nicolas a dit, elle a raison, Isa. 3 mots, calme, mais ils sont tombés dans la pièce avec une sorte de permanence. Ils sont partis à la fin du mois de février, 2 semaines avant mon échéance. Ils ont trouvé une location dans un quartier qui leur plaisait avec assez d'espace, près du bureau de Nicolas. Ce n'était pas la maison de leurs rêves, mais c'était la leur. Et j'y ai remarqué que Isabelle semblait, au contraire, un peu soulagée. Je pense que parfois les gens ne savent pas qu'ils veulent sortir d'une situation jusqu'à ce que quelqu'un d'assez ferme leur montre la sortie. Le lendemain de leur départ, je suis descendue très tôt avant que le soleil ne se lève et je me suis tenue au milieu de mon salon dans le silence. Le canapé était toujours là, les ressorts sont toujours fatigués, mais le canapé est toujours à moi. Le fauteuil de Gérard, je l'avais remonté du sous-sol moi-même la semaine où j'y avais eu cette conversation avec eux, sans demander la permission à personne. Il se trouve maintenant près de la fenêtre qui donne sur le jardin, la même fenêtre par laquelle on voit le pommier. J'y ai fait du café, je me suis assise dans le fauteuil de Gérard. J'y ai regardé le soleil se lever au-dessus de la clôture et teinter la neige du jardin de toutes les nuances possibles d'or et de rose, comme un matin des hivers normands sait le faire quand les conditions sont réunies. J'y ai repensé au dicton de ma mère, on ne peut te marcher dessus que si tu t'es allongé à bord. J'y ai pensé à combien de temps j'y étais restée allongée et combien de temps je m'étais dit que préserver la paix était la même chose qu'être gentille.
Ce n'est pas la même chose, je le sais maintenant d'une manière que je ne connaissais pas avant. Pas totalement, pas dans mon corps. La gentillesse est quelque chose que l'on offre par choix, c'est généreux et c'est réel. Ce que j'y avais fait n'était pas de la gentillesse, c'était de la peur déguisée en générosité. La peur du conflit, la peur de perdre mon fils, la peur d'être la femme difficile, la belle-mère exigeante, celle qui complique les choses. J'y avais tellement peur de ces étiquettes que je m'étais laissé lentement effacer à l'intérieur de ma propre maison. Ce que j'y ai appris et je le partage parce que je pense que c'est important, c'est que le moment où vous cessez de protéger vos propres limites est le moment où vous apprenez aux gens autour de vous que vos limites n'ont pas besoin d'être protégées. Non pas parce que ces gens sont nécessairement cruels, Nicolas n'est pas cruel, et je ne crois même pas que Isabelle le soit, pas vraiment. Mais parce que les humains, nous tous, elles s'étendent inconsciemment dans tout l'espace qu'on leur donne. Si vous ne tenez pas les bords de votre propre vie, quelqu'un d'autre les remplira simplement. Mon fils m'appelle tous les dimanches maintenant, comme il le faisait avant tout cela. Nous avons dîné 3 fois ensemble depuis qu'ils ont déménagé. Le mois dernier, Isabelle m'a demandé, elle m'a vraiment demandé proprement avec ce qui ressemblait à de l'humilité, ma recette de crumble à la rhubarbe parce que Nicolas lui en avait parlé et qu'elle voulait en faire pour un dîner. Je la lui ai donnée, elle l'ai fait avec plaisir. C'est ce que les limites rendent possible, non pas la distance, non pas la rancœur, mais l'espace. De l'espace pour que la relation respire et soit réelle. J'y ai remis le fauteuil de Gérard à sa place près de la fenêtre et il s'y intègre aussi naturellement qu'avant, comme s'il n'était jamais parti. Certaines choses sont comme ça, déplacez-les de leur juste place et elles ne vont nulle part ailleurs. Remettez-les et vous vous demandez comment vous avez pu les laisser bouger. Le pommier a survécu à un autre hiver. En mai, il fleurira comme chaque année, de petites fleurs courageuses et improbables qui durent environ 10 jours et donnent au jardin une odeur de douceur à venir. Gérard a planté cet arbre quand Nicolas avait 4 ans, il disait qu'il le plantait pour les abeilles. Je pense qu'il le plantait aussi pour moi. Je m'assois dans son fauteuil maintenant la plupart des matins avec mon café, les nouvelles et le calme d'une maison qui est de nouveau la mienne. J'y ai réappris ce que l'on ressent quand on est bien chez soi, c'est quelque chose que l'on peut oublier progressivement sans s'en rendre compte. Et j'y ai appris que le réclamer n'est pas égoïste, ce n'est pas méchant, c'est en fait nécessaire. Pas seulement pour soi-même mais pour les gens que l'on aime. On ne peut pas donner librement à partir d'une maison vide. On ne peut pas aimer sans limite. On ne peut pas être vraiment généreuse envers les autres si on a entièrement perdu son propre terrain. Cette histoire nous rappelle avec force qu'il existe une différence fondamentale entre la souplesse et l'effacement de soi. Monique, avec sa sagesse et son vécu, nous montre que la bienveillance ne doit jamais devenir un tapis sur lequel les autres peuvent s'essuyer les pieds, même s'il s'agit de notre propre famille. En France, la maison familiale est souvent bien plus qu'un simple bâtiment, c'est un sanctuaire de souvenirs et d'identité. Voir Isabelle transformer cet espace sans consultation n'est pas seulement une question de décoration, c'est une remise en question de l'autorité et du respect dû aux aînés. Ce récit met en lumière la difficulté de dire non à ceux qu'on aime, par peur de briser un lien fragile, mais il prouve aussi que la clarté et la fermeté peuvent paradoxalement sauver ces mêmes relations. En posant ses limites, Monique a non seulement récupéré son foyer, mais elle a aussi permis à son fils et à sa belle-fille de grandir et de prendre leurs responsabilités. C'est une leçon de courage quotidien qui résonne en chacun de nous. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où un proche a commencé à prendre trop de place dans votre vie ou votre espace personnel sans que vous n'osiez intervenir tout de suite? Comment avez-vous fini par poser vos limites et quelle a été la réaction de votre entourage? Partagez vos expériences en commentaire pour que nous puissions en discuter ensemble.